Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du conditionnement à être soumis, conformiste. Parce que plein de parties de nous ont envie de l'être simplement parce que ça leur paraît être plus en sécurité. Et pour vous dire à quel point c'est fort, je vais vous parler de 2 expériences assez effrayantes qui montrent à quel point on peut se conformer à quelque chose d'absurde sans, sans se poser de questions. Quand je dis «on», pas tout le monde, mais beaucoup. On en parle tout de suite. Voilà, là, il s'agit de l'expérience de H, ASH, comme le mot anglais cendre, qui est réalisée en 1951, donc ça fait bientôt 70 ans quand même. On pourrait pas dire qu'on ne savait pas. Et ça évalue à quel point on est résistant ou pas, combien de gens en pourcentage sont résistants ou pas devant la pression d'un groupe. Donc voilà l'expérience. Tous ces gens sont des acteurs, sauf lui. Lui, c'est je vais l'appeler sans aucun jugement de valeur le naïf, on va appeler n'importe qui le naïf, c'est juste celui qui participe à l'expérience sans savoir ce qui se passe. Et là, vous avez 7 acteurs, on ne les voit pas tous sur la photo, et là un huitième. Et on pose à tous ces gens des exercices de ce niveau-là, quoi. Niveau maternelle CP, pas compliqué. La question, c'est ce trait-là, est-ce qu'il a la taille du A, du B ou du C? OK? Alors, pour ce genre de questions, pendant plusieurs fiches, tout le monde va répondre juste. Ensuite, c'est là où ça devient intéressant. Heu, on pose une question donc de ce genre-là et tout le monde répond B. B, 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 B et lui alors, le naïf? Dans sa tête, ça fait «ouh» et peut-être il va répondre B. En tout cas, ils sont beaucoup à le faire, on le verra après. Et lui dit B aussi. On continue, d'autres expériences du même genre, d'autres fiches du même genre, même chose, eux répondent tous la même réponse fausse, lui se met à répondre la même réponse fausse, lui aussi bien sûr. Et ça continue comme ça. Donc ils ont fait l'expérience avec plusieurs naïfs différents et ils sont arrivés à ça. Résultat, les 8 autres personnes, donc les acteurs complices, tous sauf lui, donnent la même réponse fausse. 7 sont placés avant lui. Combien de naïfs sont influencés par le groupe? Est-ce que vous l'auriez été? Est-ce que je l'aurais été? J'espère que non. 37 donc plus du tiers, hein, se sont laissés influencer, ont donné la même réponse fausse que les autres. On continue l'expérience autrement. Parmi les 7 qui le précèdent, tous donnent la mauvaise réponse sauf un. Et là, il y a beaucoup moins d'influence du groupe. Dès qu'on n'est pas tout seul à dire quelque chose dont on est sûr que c'est juste, mais que les autres, dès qu'on n'est pas tout seul, voilà, on va pouvoir dire plus facilement notre vérité. Conclusion, la pression du groupe diminue très fort lorsque il n'y a plus l'unanimité, d'où l'importance qu'il y ait quelques personnes qui se lèvent pour dire telle chose est fausse. Tiens, je vous raconte l'histoire du roi est tout nu, vous la connaissez peut-être. C'est un roi à qui on avait acquis 2 tailleurs, complètement escrocs, avaient dit: «Voilà, je vais vous faire un costume on va vous faire un costume magnifique, a un habit de cour, hein, cérémonie, avec un fil magique et ce fil magique vous permettra de détecter qui est intelligent, qui est stupide. Parce qu'il n'y a que les gens intelligents qui le voient. Donc ils vont voir à quel point votre habit va être magnifique». Et l'empereur, dit: «OK» et puis tout fier là, il doit se dire: «Moi je suis très stupide parce que j'ai l'impression que je suis tout nu quand même». Et il va faire son défilé, tout fier quand même. Et là, tout le monde dit: «Oh, quel beau costume vous avez, oh que c'est beau, oh que c'est magnifique». Et là, il y a un petit gosse de 3 ans qui dit: «Mais le roi, il est tout nu». Et là, ah, tout le monde,
enfin les yeux s'ouvrent et là on voit l'escroquerie. Vous voyez l'idée? Bon, ça c'était une image, mais que je trouve très belle aussi, surtout si le roi il est beau. Non, bon bref. Une expérience qui est pire. C'est pour ça qu'on dit des bêtises avant, parce que celle-là, c'est un cauchemar. Alors, encore pire, voilà l'histoire. Elle, c'est la naïve. Ils attendent dans un cabinet d'ophtalmo, vous voyez, je pense, et tous les autres sont des acteurs. Et là, il y a une espèce de sonnerie qui retentit. Ding, comme ça, dans un cabinet d'ophtalmo, rien de plus normal. Et tous les autres, tous les acteurs se lèvent. Elle, elle regarde un petit peu l'air ahuri. Elle les voit qui se lèvent tous sans aucune hésitation. Et bien, elle fait pareil. La sonnerie continue, ding, tout le monde se lève. Elle aussi. Et ainsi de suite, eux vont voir le pseudo-ophtalmo. La salle se vide petit à petit. Elle reste toute seule. La sonnerie continue, ding, et bien, elle se lève encore, alors qu'elle est toute seule. Ensuite, ça continue. Il y a lui qui arrive, lui qui n'est pas un acteur non plus, je pense. Et la sonnerie, ça fait ding, et elle se lève. Lui, il la regarde avec des yeux ronds, et il dit, mais pourquoi vous faites ça? Et il est déjà à moitié levé quand il dit ça. Hein. Pourquoi vous faites ça? Ben parce que je pense qu'il faut le faire. Et les deux se lèvent. Ding, ils se lèvent. Un troisième arrive. Ding, il regarde avec des yeux ronds, et il se lève aussi. Donc ça fait peur. Je ne sais pas les statistiques de ça, mais je trouve cette histoire très, très marquante. Et pourquoi maintenant quelqu'un va croire à tout ça? Il peut y avoir deux choses. Soit il sait que c'est faux, mais il a peur de la pression du groupe. Soit, pire encore, il se persuade que c'est faux, que c'est vrai, d'accord? Parce qu'il n'a pas envie de reconnaître qu'il déconne, quoi, d'accord? Il n'a pas envie de reconnaître sa peur. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Si, par exemple, au moment du nazisme ou d'autres choses de ce genre-là, hein, Dieu sait qu'il y en a dans l'histoire, si au moment du nazisme, les gens s'étaient dit: «OK, j'ai trop peur pour dire non. J'ai trop peur pour aller dans la résistance, j'ai trop peur pour tout ça, mais je pense que c'est un immonde cauchemar». Il aurait été moins atteint que la grande majorité de ceux qui se font croire que c'est normal. Ils n'étaient pas du tout de cet avis-là 6 mois plus tôt. Ils avaient peut-être pas voté Hitler au moment en 1933 quand, le grand cauchemar a commencé, mais ils ont tellement peur qu'ils refoulent leur peur, parce que on n'est pas très fiers quand on a peur, hein. Ils refoulent leur peur et ils se persuadent que finalement c'est sûrement vrai, quoi. Voilà, et c'est pour ça qu'au moins, niveau 1, se rendre compte qu'on fait les choses parce qu'on a peur. OK? J'ai presque jamais mis le masque de toute la pandémie de peur qu'il y a eu, éventuellement d'un microbe parmi beaucoup d'autres. Donc parmi toute cette pandémie, je l'ai évité le plus possible et en fait, mais j'ai les certificats de sortie, je les ai faits par peur du gendarme pendant le confinement. Vous voyez l'idée? Au moins savoir qu'on fait les choses par peur d'un danger immense auquel on n'est pas en état de faire face, tout seul, plutôt que de se faire croire: «Ah, c'est normal que je fasse un certificat une attestation pour avoir le droit de sortir 1 heure, quoi». Voilà, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est imprégné de choses horribles et de justement d'un conditionnement à la soumission? Eh bien, peut-être un peu d'EFT. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous trouverez sur, un moteur de recherche ou des liens aussi vers, en dessous de cette vidéo. Et maintenant, on est parti pour un protocole EFT là-dessus. Alors, on va imaginer, tenez, juste pour avoir un exemple, qu'on est à la place de la jeune fille qui est là, hein.
C'est une situation symbolique de plein d'autres situations où on se dit: «Qu'est-ce que je fais? Ils font tous ça, moi pourquoi je le ferais pas? Ou pourquoi je le ferais?» Voilà, c'est parti. Donc on est elle. Et ceux qui ne connaissent pas l'EFT, il y a les points d'acupuncture, parce que c'est des points d'acupuncture qui sont expliqués en dessous de la vidéo, ou si vous allez sur le blog J'aime l'EFT, et vous faites les mêmes gestes que moi et vous approfondirez après si vous voulez. Et quant à ceux qui connaissent déjà l'EFT, ils font les gestes qu'ils ont l'habitude de faire. L'essentiel, c'est de stimuler l'ensemble du système de méridiens. C'est parti. Même si, alors on est à la place de la jeune fille, même si je ne comprends rien à ce qui se passe. Vous répétez. Et que je vois tous ces gens se lever et que je ne comprends absolument pas pourquoi. Et je suis complètement perdue. Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, je crois que je vais me lever aussi. Mais même si je fais ça et que ça me paraît absurde, je suis quand même une bonne personne. Et je peux envisager que dans d'autres circonstances, peut-être, je ne me croirais pas obligée de me soumettre au groupe. Mais quoi qu'il en soit, je suis quand même une bonne personne. Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens? Et pourquoi ils se lèvent? Pourquoi il y a eu cette sonnerie bizarre? Pourquoi ils se lèvent comme un seul homme à cette sonnerie? Il y a quelque chose que j'ai pas dû comprendre. Eux, ils savent et moi, je sais pas. Et ils vont me trouver idiote si je ne sais pas. Pourtant, c'est tellement bizarre. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Pourtant, c'est tellement bizarre, quoi. Est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que c'est un cauchemar? Non, ça n'a pas l'air. Bon, bah, je crois que je vais me lever aussi, hein. On verra bien, peut-être ça va s'arrêter là. C'est passé tout ça dans sa tête pendant une fraction de seconde, je pense. Ouf, je peux me rasseoir. Oh non, le cauchemar continue, ça sonne de nouveau et ils se lèvent tous. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je me lève pas? Ou si je leur demande pourquoi ils font ça? Ils sont tellement nombreux, je vais avoir l'air complètement idiote. On va me dire que je devrais savoir. Je vais me sentir stupide comme je me suis sentie stupide tant de fois dans ma vie, comme tout le monde. Ah non, je veux plus me sentir stupide. Bon, bah, je fais encore comme eux, hein. Bon, je me rassois, pourvu que ça recommence pas. Et si, ça recommence. Ils se lèvent et je me lève. Finalement, c'est pas si difficile. Je peux prendre ça comme un jeu. Je peux sourire pour avoir l'air de trouver ça naturel. Je peux me dire: «Après tout, ça va passer, hein». Peut-être c'est comme ça qu'on fait dans un cabinet d'ophtalmo, dans une salle d'attente d'ophtalmo ou dans n'importe quelle salle d'attente. Je ferai peut-être ça une autre fois. Enfin, j'espère qu'il y aura pas de sonnerie tout le temps, hein, que peut-être ça reviendra à la normale. Ah, mais en attendant, chaque fois que ça sonne, j'y vais, je me lève. Oh, c'est très amusant finalement. Enfin, à moitié quoi. Tiens, il y a plus personne dans la salle, ils sont tous rentrés les uns après les autres et ça sonne encore. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais pareil, hein, pas de raison d'arrêter.
c'est normal. Ça sonne, je me lève. C'est tout à fait normal. Tout le monde fait ça, partout. Ça sonne, je me lève. Normal. Et quelqu'un d'autre arrive et il se met très vite à faire pareil. La preuve que c'était tout à fait normal. Bon, maintenant sa sagesse intérieure dit peut-être, si tu sortais de cette hypnose au mauvais sens du terme bien sûr, si tu sortais de cette crise de somnambulisme-là, de cette crise de folie. Tu as déjà vu ça toi? Se lever dans un cabinet de médecin parce qu'il y a une sonnerie? Tu as déjà vu une sonnerie comme ça d'ailleurs? Bien d'accord, c'était pas la sonnerie, c'était pas la sonnette, de la porte d'entrée, hein. Une sonnerie bizarre et des réactions bizarres. Qu'est-ce que tu risques objectivement si tu fais pas pareil? Ou surtout si tu leur demandes pourquoi ils font ça? Et s'ils te disent que c'est normal, ben, tu peux limite trouver un prétexte en disant que tu as mal aux jambes, ou tu peux leur dire que tu comprends pas très bien en quoi c'est normal. Visiblement, ils ont pas un fusil, quoi. Ils ont pas l'air bien méchants. Tu risques sans doute pas grand-chose. Réfléchis, regarde le risque, bien sûr, mais réfléchis. Avec les informations que tu vois et que tu entends, avec tes vraies perceptions, pas celles des autres, avec ta logique et ton intuition, et peut-être, dans des circonstances qui ressemblent à ça, tu ne seras pas obligé d'être grégaire, parce qu'on connaît tellement d'exemples dans l'histoire où ça a été plus que dramatique. Et plus des gens résistent à cette tentation de la soumission grégaire, plus l'humanité évolue, et ça sera pour ton plus grand bien, et pour le plus grand bien de tous. Voilà, hein, j'ai suggéré de se mettre à sa place parce que ça rendait les choses plus concrètes, mais vous imaginez toutes les situations où vous vous êtes dit: «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?» dans l'urgence en plus. Voilà, alors, j'espère que ce protocole vous a apaisé pas mal de souvenirs qui ressemblaient à ça. Cherchez vraiment des exemples, il y en a plein. Regardez, la publicité se base là-dessus. Tout le monde fait ça. Ah ouais, donc je dois le faire aussi. Votre inconscient est comme ça, hein. Tout le monde, c'est le produit de l'année, 99,99 % des gens adorent ça, ou même 100 % des gens adorent ça. Tu te dis: «Oh, je suis quoi moi? J'adore pas». Vous voyez? Je ne sais plus, ça s'appelle le biais de, on va dire biais de grégarité, hein, qui fait qu'on va convaincre les gens que tout le monde fait telle ou telle chose. C'est une manipulation, rien d'autre, hein. Voilà, voilà. Donc si vous avez aimé, et regardez, il y a déjà des j'aime. En fait comme eux. Non, je blague. Même si vous êtes le premier à mettre un j'aime, mettez-le et vous abonner à ma chaîne YouTube, là, vous n'êtes pas le premier, et à la newsletter de mon blog qui s'appelle «J'aime le FT». En tout cas, je nous souhaite à tous que ces tendances grégaires qu'on a tous, hein, diminuent de plus en plus
parce que ça construira un monde beaucoup plus beau pour nous tous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie.